BFM Business et CB News présentent Hebdocom avec Margot Haddad. Bonjour à tous, bienvenue sur Hebdocom. Au sommaire de cette émission, parlons bouffe. La fameuse tagline d'Uber Eats évolue. Maintenant, vous pouvez commander tout ce dont vous avez besoin pour votre vie quotidienne, en plus de la nourriture. Nous recevrons dans un instant Julie Touillaro, Head of Marketing Western Europe, Uber et Uber Eats, et celui qui a réalisé la campagne pour Uber Eats, Julien Levillain, directeur général Buzzman. Après 2 années de Covid assez pénible pour les organisateurs d'événements, dans un cadre exceptionnel et au pied de la Tour Eiffel, la 8e édition du Longines Paris Eiffel Jumping prendra place du 24 au 26 juin prochain sur le Champ de Mars à Paris. Son organisatrice Virginie Coupéry-Eiffel sera en plateau avec nous. Voilà pour Hebdocom, c'est parti. Hebdocom sur BFM Business. Et comme chaque semaine, je reçois mes 2 chroniqueurs. Frédéric Roy, bonjour. Bonjour Margot. Éric Jaoui, bonjour. Bonjour. Alors, est-ce que vous commandez sur les applications pour commander à manger ou pas? Moi j'aimerais bien, mais j'ai une adresse qui est introuvable pour les livreurs, donc j'ai renoncé. À la campagne à peu près. Moi, je crois que j'aimerais bien avoir une adresse introuvable. Parce que je fais que Vous ça. commandez trop? Mais votre épouse, elle est chef, Éric. Oui, mais elle n'est pas avec moi toute la journée. Oui, mais elle est là souvent. Je la vois souvent faire à manger sur les réseaux Je suis sociaux. d'accord, c'est vrai. Petite, vous avouez quelque chose d'honteux, là, Éric, je le sens. Un petit Non, peu. j'allais juste dire Chloé Saada sur les réseaux sociaux, tant qu'à faire. Ah bah voilà, Autant autant le faire de dire. la pub. Allez, c'est parti pour le Focuscom. BFM Business, Hebdocom, le Focuscom. Julie Touillaro, bonjour. Vous êtes la Head of Marketing Western Europe, Uber et Uber Eats. Et Julien Levillain, vous êtes directeur général de Buzzman. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être à nos côtés. Merci de On nous va inviter. parler de cette fameuse campagne. Alors, vous avez travaillé main dans la main pour cette nouvelle campagne d'Uber Eats. Justement, c'est quoi ce nouveau positionnement, Julie? Oui, alors en fait, on a voulu lancer une nouvelle campagne Uber Eats avec un objectif qui est de dire que, alors, on peut toujours se faire livrer son repas à domicile, ça y a pas de problème. Mais on peut, et ça c'est la nouveauté, on peut maintenant se faire livrer ses courses avec Uber Eats. Et donc on a 40 000 restaurants sur la plateforme, mais on a aussi maintenant parmi ces 40 000 restaurants aussi des commerçants. Et donc on a à peu près 4 000 épiceries, supermarchés, commerces de proximité. Et donc ça veut dire que pour un consommateur, maintenant, quand on rentre chez soi le soir, que le frigo est vide, on peut soit se faire livrer son bon petit plat dans un de ses restos préférés, soit se faire livrer de la salade ou un paquet de riz qui nous manquait. C'est quoi la suite? C'est les vêtements? On pourra envoyer quelqu'un aller nous chercher nos vêtements? Alors pour l'instant, on a vraiment pour objectif de devenir l'application de référence pour se faire livrer tous les produits du quotidien, alimentaires et non alimentaires. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est que ce qu'on va vous proposer, c'est des produits qui vont être dans des commerces de quartier et de proximité. Donc ça va être vraiment l'épicerie du coin, le boulanger s'il est sur la plateforme, etc. Mais pourquoi faire évoluer la stratégie? Vous avez vu un créneau? On voit effectivement énormément de demandes et de besoins. On l'a vu déjà pendant le Covid, la livraison à domicile, évidemment, s'est énormément développée. Il y avait Glovo qui faisait ça. Il y a Glovo qui faisait ça, il y a plusieurs acteurs qui le font, et comme je dis souvent, quand il y a de la concurrence, c'est qu'il y a souvent un marché. Et donc nous, on a aussi vraiment vocation à continuer à développer ça, tout ce service de livraison, et on voit, ça fonctionne très très bien, l'activité, elle a triplé en 2 ans. Donc, Julien, juste avant de me tourner vers vous, j'aimerais qu'on regarde cette fameuse campagne dont on parle. Allez, on regarde tout de suite un bout. Je suis en train de te préparer un de ces plats là, maman. Qu'est-ce que tu prépares de beau? Carbonara, je m'occupe de tout. Ah, je me suis brûlé. Oh, bah alors, petit pipou. C'est qui? Ah, c'est faux. Attends 2 secondes, moi. Au fait, tu ramènes bien. Oui. Bien sûr, je suis en train de le faire, là. Uber Eats, Tu sais le petit croquant praliné que t'adores? ça arrive. Oui, je vous invite à tous à aller regarder cette campagne parce qu'elle est vraiment très drôle, Alors, Frédéric. comment est-ce qu'on raconte une histoire comme ça? Comment est-ce que ça s'est construit en fait cette narration? Comment ça s'est construit? Ça part d'abord du brief. Et le brief, il était
de se dire, pour développer la catégorie, pour développer à la fois évidemment la livraison de restaurants, mais aussi de produits alimentaires, d'alimentaires, il y avait cet insight qui était un peu latent, mais qui n'était pas simple à exploiter. C'était cette espèce de petite hypocrisie ou parfois la petite culpabilité qu'on peut avoir à faire les choses, pas de la manière parfaite, on va dire, parce qu'on est en France. En plus, on a l'impression que vraiment, il faut toujours faire tout super bien, faire ses courses soi-même dans le petit commerce, puis aller passer 3 heures à préparer la brioche, etc. Bon, on a la vraie vie, on n'a pas le temps de faire ça. Et pour autant, il y a quand même parfois ce petit regard un peu culpabilisant ou ce petit sentiment de je suis pas parfait, etc. Et donc on se dit, ok, comment est-ce qu'on joue sur ça? Parce que c'est vrai que c'est le cas sur Uber Eats, c'est le cas sur d'autres marques, dans le fast-food, etc. Où l'écart entre ce que font les gens et ce qu'ils disent est assez marrant. Ça fait partie des petites faiblesses humaines, on va dire. Parfois, on ne fait pas exactement ce qu'on dit qu'on fait, mais on le fait quand même. Et donc, on a essayé de raconter cette histoire de gens qui font quelque chose, mais qui prétendent un peu ne pas le faire. On l'a tous avoué un petit peu en off, juste avant l'interview, Eric. Ce slogan, quoi. Uber Eats, ça arrive, mais c'est vrai que c'est un peu une patte Buzzman d'être comme ça dans les contradictions de l'homme, de l'humain. Pourquoi avoir choisi justement Buzzman pour cette campagne? Est-ce que c'est pour ça? Alors Buzzman, ça fait un peu de temps déjà qu'on travaille ensemble. Ça fait 3 ans. C'est la 2e campagne qu'on fait ensemble. Donc on a une collaboration qui était déjà existante et oui, on a continué la collaboration parce que c'est une agence qui est super talentueuse, super créative et avec qui on prend énormément de plaisir à travailler. Donc la collaboration là-dessus était assez naturelle. Pourquoi avoir misé justement sur ces petits scénettes d'humour? Je sais qu'il y a quand même une patte à vous chez Buzzman, mais là particulièrement, c'est-à-dire que c'est un enchaînement de scénettes. Je pense que là, ça s'imposait parce qu'on avait envie de... Comme on avait le sentiment que cet insight sur lequel est basée la campagne, c'est un truc de la vraie vie, alors on s'est dit, en fait, autant le représenter comme un truc de la vraie vie. Et puis en fait, on trouvait assez marrant aussi quelque part, alors rendre hommage, c'est peut-être un peu fort, mais les gens sont très créatifs quand il s'agit de s'inventer des excuses. Et donc on se dit, on va essayer de mettre en scène cette créativité dont chacun peut faire preuve quand il s'agit de se trouver un moyen ou une bonne raison de faire quelque chose qu'on essaie de pas dire. En fait, c'est les histoires de vos copains, Julien, vous êtes en train de nous dire. Il peut y avoir de ça. Il y a du vécu dans certaines scènes. C'est vrai que le matin, quand on a un rendez-vous qu'on doit annuler, on est hyper créatif. Exactement. Eric, ça sent le vécu. Eric, sur la campagne 360 degrés, je crois que vous aviez une question sur le digital. Pourquoi est-ce que vous n'êtes pas concentré uniquement sur le digital quand on est sur une appli? En fait, parce que du coup, on est sur le digital, on appuie, on va directement sur l'application. Ouais. Alors, le digital, c'est quand même une partie hyper importante du média plan. C'est quasiment la moitié. Mais c'est vrai qu'avec le service qu'on a aujourd'hui, on a quand même encore des sujets de notoriété assez importants, même si on couvre quand même une très grande partie du territoire. On a 320 villes. Pas l'adresse de Frédéric Roy, apparemment. De la population française, mais pas partout. Moi, je suis caché. Pas partout. Et donc, il faut continuer justement à développer le service. Et on a besoin de médias de masse pour arriver à ces objectifs de notoriété-là. Et le plan média, le déploiement de la campagne, c'est quoi? C'est une campagne qui est vraiment à 360. Ouais. Donc sur l'ensemble des canaux, on a de la télé, on a du digital, on a de l'affichage, on a une vague d'affichage qui arrive fin juin et du social media évidemment. Justement, c'est quoi la stratégie réseaux sociaux ? Alors sur la stratégie réseaux sociaux, on a développé des concepts dédiés. En fait, on pensait que c'était vraiment important d'avoir, étant donné le média, d'avoir des concepts dédiés qui sont toujours autour de ça arrive, mais qui jouent un petit peu justement avec les codes des réseaux sociaux. C'est-à-dire du ciblage quand vous dites dédié, Julien? Non, mais c'est des formats qui sont shootés un peu différemment, de manière peut-être moins cinématographique. C'est des formats qui sont plus courts, c'est des scènes qui sont plus immédiates. Donc c'est beaucoup d'histoires de format, parce que l'idée derrière reste la même. C'est-à-dire qu'on va quand même être dans l'idée de mettre en scène ces petits moments de culpabilité créative, on va dire, des gens. Mais en fait, on va le faire sur des histoires et des scénettes qui sont plus courtes, plus dynamiques. Et puis c'est aussi pour mettre de la variété, en fait. Est-ce qu'il y a une utilisation des influenceurs ou pas? Pas dans le dispositif actuel. Pourquoi? Parce que ça s'y prêtait moins. Vous verrez, je pense, quand vous verrez les exécutions social media, on a vraiment essayé de jouer avec les codes du social media. Donc, on a, par exemple, quelqu'un qui cherche une excuse parce qu'il perd du temps à scroller et à se perdre dans les commentaires de recettes qu'il recherche sur Internet. Donc, c'est vraiment adapté aux codes des médias sociaux et on a vraiment voulu jouer avec ça. Vous avez tourné des spots spéciaux pour les réseaux. Bravo, super. Plus court. Ça, on a fait 21. Vraiment, on les rend juste en 9/16e et on les envoie, mais moi, c'est mieux.
Non, là, on a vraiment développé des contenus spécifiques. Ouais. Mais moi, ce qui m'intrigue, c'est que ça ressemble à une saga. C'est le début d'une saga. Vous avez continué à inventer des excuses, des trucs comme ça ou J'en sais rien. Alors, ça fait que 3 ans qu'on travaille ensemble, mais j'ai appris un truc à Uber Eats, c'est qu'on ne sait pas ce qui se passera dans un an. Puisqu'il y a un an, on a quand même lancé une nouvelle plateforme qui était Parlons Bouffe, dont on était déjà très fiers. Ça semblait être durable. Et effectivement, quand on s'est dit qu'il fallait changer, notre première réaction, c'était plutôt de baisser la tête. Donc, j'en sais rien, peut-être. Je pense que ça dépendra aussi évidemment du succès de la campagne, parce qu'évidemment on fait pas ça gratuitement. Donc on verra peut-être, et peut-être qu'on fera complètement autre chose. Comment à Uber Eats vous fidélisez les clients par rapport aux autres plateformes, justement, parce que vous avez cette fameuse tagline qui revient, qui change, qui évolue. Mais est-ce que vous avez une spécificité pour justement fidéliser vos clients ? Je pense qu'on a plusieurs choses. La première, c'est tout simplement par la diversité de l'offre. Et ça, on le voit. Il y a quelque chose qui ment pas. C'est le plus on a d'offres, le mieux. Aujourd'hui, on a, comme je vous disais, on a 40 000 restaurants et commerçants partenaires. Et on est l'application qui a le plus d'offres aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai point. Le deuxième, je pense, c'est la couverture géographique. C'est vraiment important de pouvoir en fait servir un maximum de clients partout en France. Et puis le troisième, je dirais que c'est quand même de pouvoir s'appuyer sur l'ensemble de la communauté Uber, parce que on a l'application Uber Eats, mais il y a aussi l'application Uber qui est l'application de mobilité avec les VTC. Et donc en fait, on a cette possibilité de pouvoir en un clic devenir cette sorte de super app en fait du quotidien où vous pouvez commander en un clic ce que vous voulez, puis en un clic vous déplacer dans votre ville. Il y a aussi des restaurants qui ne sont que chez vous. On ne trouve que Il y a chez des vous. restaurants qui sont en exclusivité chez nous, effectivement. Merci beaucoup à tous les deux d'avoir été en plateau avec nous. On était ravis et on passe tout de suite à la chronique de Julien Casqui, TechCom. BFM Business, Hebdocom, TechCom. Bonjour Julien. Bonjour Margot. Alors cette semaine, vous nous reparlez de la brand safety avec la publication d'un manifeste de 4 acteurs de la publicité en ligne. Et oui, si vous êtes une marque ou un annonceur, eh bien faites attention à où vont vos investissements publicitaires sur Internet. C'est le message que font passer plusieurs startups internationales et le média Brut. Ils souhaitent faire prendre conscience à ces acteurs que, aux annonceurs, que leurs investissements publicitaires peuvent se retrouver sur des sites complotistes ou liés à de la désinformation, et ce contre leur gré à cause du système complexe de la publicité programmatique. Ces startups, elles s'engagent à mettre en place un filtrage a priori des contenus de désinformation et à lutter contre la fraude publicitaire. Se retrouver sur des sites complotistes ou liés à de la désinformation, ça existe depuis très longtemps, mais le contexte économique et géopolitique actuel a renforcé la nécessité pour les marques d'avoir un environnement fiable et sécurisé. C'est ça la brand safety, et c'est ce que nous explique Fiona Alanda, directrice de Channel Factory, une des AdTech de ce manifeste. Avec les différentes actualités ces dernières années, le Covid, la guerre en Ukraine, l'inflation économique et j'en passe, ça entraîne la circulation de fausses informations, de contenus haineux par exemple, et ce qui, in fine, entraîne une baisse de confiance des utilisateurs de la part des internautes, mais aussi des risques très importants pour l'image de marque des annonceurs qui souhaiteraient diffuser sur du contenu digital. Et Julien, l'impact peut être donc très négatif pour la marque. Très négatif effectivement en termes de réputation. Imaginez-vous si LVMH se retrouve sur un site complotiste qui dit que le massacre de Boutcha en Ukraine a été organisé par les services secrets anglais ou par le pouvoir ukrainien. Cela pose évidemment un problème en termes d'image, d'autant que la marque, elle devra investir en plus pour dire que ces contenus, elle n'a rien à voir avec ces contenus complotistes. À cause aussi de la publicité programmatique, une marque peut se retrouver sur un site qui propage de vraies informations, mais en totale contradiction avec le message que souhaite envoyer la marque. Exemple, Air France s'est retrouvé sur un site de vraies informations, mais qui dit un site de crash test d'avion. Donc forcément, ça pose un petit problème pour Air France. À cause de la publicité programmatique, il faut donc faire attention à où sont ciblés ces investissements publicitaires.
Et donc, Julien, quelles sont les solutions pour que ces marques ne se retrouvent pas sur ces sites ? Alors il y a plusieurs solutions, on en a cité, on va vous en citer 3. La première, c'est transmettre une liste noire, une liste de sites sur lesquels la marque ne souhaite absolument pas apparaître à son agence média par exemple. Avoir un filtrage en amont, ça on l'a expliqué au début, et s'assurer que la publicité ne sera pas sur tel ou tel site en amont. Et puis a posteriori, il faut absolument contrôler ses investissements publicitaires, suivre sa campagne publicitaire pour ne pas se retrouver sur un site complotiste ou lié à de la désinformation. Merci beaucoup Julien Casqui. On passe tout de suite au JT de la com avec Rebecca Blanc-Lelouch. BFM Business, Hebdocom, le JT de la com. Bonjour Rebecca. Bonjour Margot. Alors on commence ce journal avec le tournoi Roland-Garros qui s'est terminé le week-end dernier et qui a permis à France Télévisions d'engranger de très très bonnes audiences. Oui, on va même parler d'un record pendant la finale. Ce sont les meilleures audiences depuis 2012. Malgré la concurrence d'Amazon, ça montre que la télé traditionnelle reste pour l'instant le média le plus puissant, a affirmé Laurent-Éric Lelay, directeur des sports de France Télé. Les après-midi sur France 2 ont réuni en moyenne 1,9 million de téléspectateurs, soit 20,9% de part d'audience, au plus haut depuis 2008. La finale de Nadal face au Norvégien Casper Ruud a rassemblé en moyenne 4,6 millions de téléspectateurs pour 39,4% de part d'audience, la meilleure audience depuis 2012 donc, avec un pic à 6,4 millions de téléspectateurs. Et puis cette semaine, Rebecca, on va parler de Disney, une grande surprise avec son prochain film qui ne sortira pas sur les grands écrans, mais directement sur sa plateforme pour dénoncer la chronologie des médias. La compagnie dénonce une réglementation, je cite, inéquitable, contraignante et inadaptée aux attentes de nos audiences. Son prochain film d'animation Strange World ne sortira donc pas au cinéma en France et sera disponible pour tous les abonnés de Disney+ en France, alors qu'il sortira bien en salle partout dans le monde. Un moyen de dénoncer le changement de la chronologie des médias qui a pourtant réduit le délai d'attente pour Disney+. On le rappelle, Disney+ qui peut ajouter un film à son catalogue 17 mois après sa sortie en salle contre 36 mois auparavant. Et puis, Rebecca, on va parler d'Apple. Alors, j'ai vu plein de choses sur les réseaux sociaux assez marrantes où tout le monde disait c'est la fin du monde. Maintenant qu'on a le paiement fractionné d'Apple, on va plus s'en sortir, on va dépenser tout notre argent. Donc, Apple, je me grille toute seule, mais Apple a annoncé son entrée sur le marché des solutions de paiement fractionné. Acheter maintenant, payer plus tard, cette solution de paiement était devenue très populaire effectivement pendant le Covid. Et donc aux États-Unis, à partir de cet automne, les utilisateurs du service Apple Pay pourront choisir de payer un achat en 4 versements étalés sur 6 semaines sans intérêt ni frais d'aucune sorte selon Apple. Ce service s'appellera Apple Pay Later, dépendra du réseau Mastercard, mais Apple n'a pas précisé quelle banque serait responsable des crédits. L'agence Bloomberg avait évoqué Goldman Sachs l'année dernière. Le cabinet Grandview Research estime le marché mondial du acheter maintenant, payer plus tard à 5 milliards de dollars en 2021 et prévoit qu'il frôlera les 40 milliards d'ici 2030. Et puis Rebecca, cette semaine, une grosse annonce de la part du Sénat, un éventuel regroupement de France Télé, France Média Monde, Radio France et l'INA. Oui, ça a été évoqué par les 2 co-rapporteurs du Sénat missionnés sur le financement de l'audiovisuel public suite à la suppression par Macron de la redevance télé. La Chambre haute estime qu'il y a urgence. Il faut définir un plan stratégique. Des mesures ont donc été proposées et parmi elles, celle d'un regroupement de France Télévisions, Radio France, France Média Monde et l'INA au sein d'une société unique, ce qui pourrait systématiser les mutualisations. La mission de contrôle souhaite qu'un texte de loi puisse être discuté l'année prochaine pour que la nouvelle structure, qui s'appellerait France Média, soit inaugurée en 2025 lorsque s'achèvera le mandat de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions. Merci beaucoup Rebecca et on passe tout de suite au décryptage. BFM Business, Hebdocom, décryptage. Virginie Coupéry-Eiffel, bonjour, merci d'être en plateau avec nous. Alors vous êtes l'organisatrice du Longines Paris Eiffel Jumping qui a lieu à Paris depuis 2014 et cette année c'est un peu l'année de la revanche comme on dit. Justement, qu'est-ce que représente cet événement? Qu'est-ce qui s'y passe? Est-ce que vous pouvez raconter ça à nos auditeurs?
Oui, alors c'est une compétition internationale de jumping, c'est donc du saut d'obstacle. On accueille les meilleurs cavaliers au monde, les champions olympiques. On est sur un site olympique avec une discipline olympique et des champions olympiques. Et à côté de ça, il y a un circuit avec tous les jeunes espoirs qui est en même temps que le circuit 5 étoiles. Alors l'an passé, compte tenu de la construction du Grand Palais éphémère, l'événement s'est rapproché de la Tour Eiffel. À quoi on peut s'attendre cette année ? Alors on est au même endroit, on est place Jacques Rueff, on est un peu plus proche de la Tour Eiffel, un peu plus proche des étoiles. Cette année, je pense que ça va être une grosse édition parce qu'on sent l'appétit du public et on est déjà complet le samedi, le dimanche, il reste quelques places le vendredi. Donc on sent vraiment cet engouement et ça, c'est pour un organisateur, c'est extrêmement motivant. Et ça ne leur a pas échappé à nos auditeurs. Vous êtes l'arrière-petite-fille de Gustave Eiffel, donc se rapprocher de la Tour Eiffel, ça avait beaucoup de sens pour vous. Ça avait du sens, surtout que cette terre était une terre équestre, puisqu'elle a été un hippodrome, puis un terrain d'entraînement militaire, puisqu'on n'est pas loin de l'école militaire aussi. Frédéric ? Particulièrement stressant ou enthousiasmant après 2 ans anormaux, quoi. Complètement. Alors stressant, oui, parce qu'on se demande si les partenaires, si le public va revenir, et très excitant parce qu'on a hâte de remonter. Finalement, c'est de la création que d'organiser un concours comme ça, parce qu'on a toujours envie d'avoir des nouvelles idées, de créer des nouvelles choses. Justement, en parlant de création, de nouvelles idées, comment est-ce que vous avez fait le choix de cette affiche avec ce nouvel artiste ? Alors on a choisi Jules parce qu'il avait dessiné Lucky Luke, et donc chaque année j'essaie de choisir un artiste qui est dans des domaines différents. On a eu des peintres, des sculpteurs, et là je trouvais que la BD c'était chouette et c'était gai pour cette édition-là. Combien de spectateurs vous attendez pour cette édition, justement ? Alors on a toute une partie gratuite et accessible au public, c'est-à-dire un village où il y a des animations gratuites également. On a à peu près, je pense, 10 000 personnes qui passent tous les jours et 3 000 en tribune. Et justement, vous vouliez poser une question sur le digital. Oui, sur le digital, en fait. Eric. Comment est-ce que vous utilisez le digital pour recruter le spectateur ? Alors, on a une communauté qui est très forte en digital, puisque nous sommes des voyageurs dans notre sport équestre, puisqu'on va d'événement en événement. Et finalement, les gens qui suivent aussi, qui sont fans, sont très forts en digital. Donc, tout ce qui est Instagram et TikTok, tout. 35 000 followers sur Instagram, oui, j'ai regardé. Sur le Paris Eiffel. Et après, on a le circuit aussi, le Global Champions Tour, qui, là, a des chiffres impressionnants, parce que c'est une communauté mondiale puisqu'il se déplace dans toutes les grandes capitales étrangères, très internationales et très jeunes, et famille. Donc c'est vrai que le digital, ça bouge beaucoup. Et vous avez aussi des ambassadeurs. Alors pourquoi est-ce que Édouard Serre et Camille, pardon, Édouard Lévy et Camille Serre, pourquoi eux et pourquoi avoir besoin d'ambassadeurs alors que manifestement vous êtes déjà très populaire, quoi. Toujours besoin un peu de l'amour. Oui, et puis c'est l'idée d'incarner l'événement, c'est-à-dire que Édouard Lévy, il avait tout gagné l'année dernière, c'est un jeune cavalier et souvenez-vous de ce nom parce que je pense qu'on va le voir dans les grandes échéances, et c'est aussi la jeunesse, et après de l'autre côté il y a aussi tout le lifestyle, le digital, et c'est pour ça que on a choisi Camille Serre. Donc on est un peu tout ça, nous cet événement. On a aussi 2 restaurants éphémères, un avec Hélène Darroze, donc on a aussi des expositions de culture. On n'est pas que équestre, c'est un esprit un peu festival. Et Camille Serre est cavalière également ? Absolument. Donc on a fait la rencontre des 2 ambassadeurs. Camille Serre est allée prendre un cours d'équitation chez Édouard Lévy. Et c'est ça aussi les chevaux, c'est-à-dire que ça crée de la relation. Ce qu'on veut, c'est partager finalement avec le public cette passion incroyable et cet animal onirique qui suit la vie des hommes depuis tous les temps. Alors vous le disiez, vous n'êtes pas que équestre sur cet événement. Oui, il y a du spectacle aussi. Et là aussi, c'est le besoin, c'est quoi ? Le spectacle équestre en lui-même n'est pas suffisant. Il faut. L'idée, c'est que tout le monde se retrouve. Donc, il y a des spectacles équestres, mais il y a aussi tout ce qui participe à la tradition française. Alors, il y a la garde républicaine qui vient en fanfare. Il y a d'autres actes. Il y a de la musique, parce que la musique, le sport et la musique, ça marche. Le sport et la culture, ça marche. Là, voyez-vous, on voit les images de la route Eiffel, qui est aussi une grande randonnée à cheval. Et à chaque fois,
on va découvrir à cheval un quartier de Paris. Cette année, c'est Montmartre. Donc tout ça, ça crée du lien et d'être interactif avec les habitants de Paris et de montrer une belle image de la France pour les touristes qui seront là à ce moment-là. C'est une célébration du retour à la vie. Vous nous disiez juste avant l'interview, vous avez été complet un mois avant l'événement. Ça n'est jamais arrivé, c'est ça? Non, ça n'est jamais arrivé. Alors je me dis aussi peut-être que c'est qu'on a bien fait notre job et que finalement les gens sont contents de venir. C'est souvent une combinaison des deux. Mais c'est aussi, voilà, les gens sont en attente et moi j'ai vraiment envie de célébrer la joie. Monter à cheval, le cheval c'est la joie. C'est un animal qui remplit les gens de bonheur. Et il a fait ça depuis la nuit des temps. Ils nous ont accompagnés. Donc voilà, là, au cœur de la ville, c'est ça qui est formidable aussi. C'est aussi cette accessibilité qui rend l'événement aussi attractif. Alors justement, petit paradoxe, vous dites au cœur de la ville, mais vous êtes très attaché au développement durable. Comment on fait pour mettre en avant cette notion dans un événement ? C'est de la sensibilisation. La biodiversité, c'est extrêmement important. Moi qui élève des chevaux, je ne mets pas de pesticides, je ne mets pas d'engrais, j'ai un bon foin. Les chevaux, c'est la nature, ils sont obligés de grandir dans la nature. Si on respecte les chevaux, on doit respecter la nature. Donc c'est faire attention, c'est bannir le plastique, c'est faire le tri des poubelles. Ce sont des choses simples parce que finalement, je suis une petite productrice d'un petit événement. Je n'ai pas des moyens financiers énormes. Donc j'essaie de faire prendre conscience, et à la fois pour mes équipes et à la fois pour les spectateurs qui vont venir sur cet événement. Merci beaucoup Virginie Coupéry-Eiffel. On le rappelle à nos auditeurs, ça aura lieu du 24 au 26 juin 2022 sur le Champ de Mars. Voilà, c'était tout pour Hebdocom. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle émission. Hebdocom sur BFM Business.